Donc, on va commencer avec Madame la députée, puisqu'elle nous fait l'honneur d'être là ce soir, et surtout parce qu'elle a écrit avec Stéphane Viry, et je vous invite fort à regarder ce rapport. Elle a écrit effectivement un rapport de très haute tenue. On peut vraiment le voir comme tel parce qu'il y a une biographie extrêmement riche et pourtant on est spécialiste du sujet, donc bien placé pour avoir une opinion. Donc ce rapport est sorti en mai 2018 et ce document, donc intitulé « Les femmes et les sciences », était le résultat de nombreuses auditions et il a été réalisé en fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, hein, qui est un groupe parlementaire, effectivement. Alors, j'aimerais vous interroger et vous demander de nous dire, d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, effectivement, et qui vous a donné l'occasion d'écrire ce rapport, et les constats que vous avez pu faire à cette occasion. Et effectivement, je sais qu'un certain nombre de ces recommandations, il y en avait 16, je me rappelle, figurent aussi au titre de recommandations qu'a fait très récemment Madame Karia Corazza dans son rapport « Les femmes au cœur de l'économie », qui est un rapport qui avait été demandé par Bruno Le Maire et Marlène Schiappa et qui vient de sortir en février. Donc, vous voyez, ça continue effectivement à occuper l'esprit. Parce qu'effectivement, on est bien conscient que la richesse, c'est l'économie, et que l'économie, ça serait normal qu'il n'y ait pas de femmes dans notre dynamisme économique. Donc, quelques mots également sur les stéréotypes et la façon dont on peut lutter contre ces stéréotypes, qui sont quand même bien ancrés dans notre pays. Merci beaucoup, merci de votre invitation déjà, et puis merci d'avoir rappelé tout le travail qui a été mené depuis maintenant depuis 2 ans. Effectivement, alors la délégation aux droits des femmes, j'en fais partie, comme 35 autres députés, hommes ou femmes, de tout parti. Et ça fait une vingtaine d'années que cette délégation existe. Elle a pu appuyer des innovations comme celle de la mise en place de quotas dans les conseils d'administration. C'était la loi Copé-Zimmermann, et je dois dire que c'est une occasion d'en parler ensuite. Mais c'était comment la loi arrive à mettre des contraintes qui finalement changent la société. Et pour autant, les conseils d'administration de ces sociétés ont bien fait leur boulot, puisque les sociétés, en intégrant plus de 40% de femmes, arrivent à bien se porter. Alors, pour en revenir sur le sujet et le cadre de notre rapport avec Stéphane Viry, au départ, le souhait de la délégation aux droits des femmes était que nous concentrions nos travaux sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les sciences au niveau de l'enseignement supérieur et du monde du travail. Et sauf que lors de nos premiers échanges, moi, ce que j'ai demandé à la présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixin, je lui ai dit, mais moi, il va falloir qu'on remonte un petit peu avant, sur ce qui se passe avant l'enseignement supérieur. Ça me paraît essentiel. Je ne vous cache pas qu'au départ, elle était non convaincue. Et en fait, dès la première audition, nous avons parlé des jouets. En fait, c'est-à-dire que dès la première audition, nous avons pu atterrir sur la question des stéréotypes et sur l'influence que les premiers jeux et jouets avec lesquels nous interagissons pouvaient être déterminants. Et nous avons aussi, comme ça, pu explorer quel était le rôle de l'éducation, de l'école, dans l'appréhension et dans la façon dont les sciences étaient perçues dans notre société. Et c'est vrai que nous le savons, nous sommes très construits dès le début, dès les premières années, et force est de constater que dans nos écoles, malheureusement, les sciences, si on doit les porter au niveau de la maternelle, au niveau primaire, eh bien, se sont portées en général par des femmes qui constituent la majeure partie des enseignantes, enfin voilà, des enseignants du premier degré. Et en général, ces femmes se sont tournées vers l'enseignement parfois parce qu'elles ont suivi plutôt des études littéraires, n'avaient pas un goût prononcé pour les sciences, et donc elles vont comme ça répercuter un certain manque de considération dans le caractère épanouissant des sciences. Et donc, nous avons un cercle vicieux comme ça qui s'est installé. Alors, il ne faut pas en faire une généralité, hein, puisqu'on a rencontré des enseignantes qui sont tellement passionnées de sciences
qu'elles arriveraient à faire que toutes les petites filles et les petits garçons du monde arriveraient à être embarqués dans les sciences. Mais pour autant, il faut vraiment voilà, s'intéresser à quel est le modèle de formation de nos enseignants, ce qui est véhiculé dès les premières années et à l'école et à l'extérieur de l'école. À l'extérieur de l'école, j'ai parlé des jouets, mais il y a aussi toute notre société, c'est-à-dire quelle image on associe. Souvent, on prend l'image de c'est quoi un scientifique. Bon, bah, c'est un vieil homme barbu. Voilà. Et donc, souvent, c'est véhiculé comme tel. Donc, comment imaginer qu'une petite fille puisse se projeter, c'est quand même compliqué. Donc, nous sommes allés plus en amont. Nous avons regardé que la science, quelle était finalement la vision de la science dans la société et comment on associait l'image des femmes et de la science pour montrer que ça se jouait dès les premières années et que nous ne pouvions pas demander à une jeune fille de collège de pouvoir aimer la science si déjà avant elle n'avait pas eu cette appréhension de montrer que la science était utile, que la science peut être vecteur de joie, peut-être stimulante, peut-être ludique. Et comme ça, les emmener, c'était difficile si déjà les bases avaient été rompues par des stéréotypes. Nos recommandations donc, se sont portées sur la formation des enseignants. On a pu aussi regarder à comment la communication dans la société pouvait faire changer, donc avec des rôles modèles, avec des campagnes de communication sur les métiers qui sont porteurs et qui ont en eux voilà, des bases scientifiques. Et ça a été notamment relayé par le rapport de Chiara Corazza qui dit finalement, si les femmes veulent se faire de la place dans l'économie, eh bien, les sciences sont une clé, les sciences, les techniques, voilà, l'ingénierie sont une technique pour se faire une place meilleure dans la science. Mais on a regardé plus particulièrement dans le monde de la recherche. Et dans le monde de la recherche, force est de constater qu'on n'a pas encore fait la révolution de l'égalité. Et là, nous proposons de pouvoir, disposer d'indicateurs plus nombreux, notamment des organismes publics qui ne sont pas forcément les meilleurs élèves là-dessus. Nous considérons aussi qu'il faut revaloriser certaines tâches scientifiques qui ne sont pas assez considérées. On a beaucoup, et encore jusqu'à très récemment, pu échanger sur le rôle de la reconnaissance de la communauté scientifique ne peut pas se baser uniquement sur les publications. Nous avons constaté qu'au sein des labos de recherche, souvent ce sont les femmes qui font ce travail essentiel de coordination et ça, ce n'est pas reconnu. On a pu aussi préciser qu'avec ces exigences de parité, alors dans les panels, dans les jurys, eh bien, finalement, on donnait la place et la visibilité aux femmes. Sauf que, comme il y avait peu de femmes, eh bien, on leur faisait porter une charge énorme qui ne leur permettait pas de travailler autant à leur publication. Donc il y avait un cercle vicieux qui faisait que, j'imagine que vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises, c'est-à-dire qu'on est là, mais en fait on est là pour porter la voix des femmes, sauf que ça nous prend tellement de temps que en fait, sur les travaux, c'est difficile de pouvoir le faire. Et or, comme ce sont les publications qui sont reconnues, c'est un cercle vicieux et il faut qu'on puisse vraiment prendre en compte tous les apports, donc la coordination, le mentorat, les paroles dans les conférences, ça doit être porté au-delà et il y a des promesses là-dessus. Mais j'avance sans doute, je suis désolée, je sais qu'il y a de nombreuses questions. Je vais vous relancer, mais oui, on est tout à fait d'accord avec votre constat et on apprécie beaucoup d'ailleurs que ce soit ce constat vu de l'extérieur qui apparaisse, parce qu'effectivement, vous connaissez bien le milieu, et ça fait plaisir. Et on vous remercie vous aussi pour ça. Effectivement, c'était un peu l'idée de ce format XXL, donc science taille XXL, de montrer les femmes. Moi, mon rêve, alors on a Vincent Moncorgé qui est venu avec nous, donc le photographe, et qui va continuer en France. Mon rêve, c'est de voir ça dans le métro, quoi, de voir notre jeune collègue avec ses gants de boxe qui se bat contre le cancer, etc. etc. Je pense que ça va montrer la recherche autrement, et plus on va pouvoir le montrer dans les médias, mieux ce sera. Alors, comme vous dites, c'est pas toujours facile non plus quand on est minoritaire dans une démarche scientifique de s'imposer. Moi, j'ai pu observer que les critères d'embauche, par exemple au CEA, nous, on a des critères d'embauche. Selon que le directeur ou la directrice est une femme, les critères ne sont pas les mêmes.
effectivement, et c'est assez intéressant de voir. Alors, je sais que vous avez peut-être évolué sur la notion de quota, c'est quelque chose qui revient régulièrement. J'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez des quotas actuellement. J'y suis très favorable, j'y suis de plus en plus favorable. Je dois dire que pour moi, il y a un avant et après rentrer dans la vie politique. Pour moi, les quotas étaient non utiles. J'avais une vision très française de ce qu'était la discrimination positive que j'avais pu voir aux États-Unis. Comme étant quelque chose qui n'était pas indispensable. En fait, je dois reconnaître que depuis 2017, je me suis dit que les quotas dans la politique, donc depuis 1999, vous avez dans les élections, et quasiment toutes les élections, la nécessité d'avoir la parité. Eh bien, c'est quand même assez utile parce que sans ça, je pense que, je ne serais pas élue à l'Assemblée nationale, ou alors si j'étais élue, je serais uniquement avec 12% de femmes, ce qui est aujourd'hui loin d'être la réalité. Aujourd'hui, on n'est pas à 50% de femmes dans l'Assemblée nationale, on est à 40%, et ce qui traduit quand même une vraie progression. Mais les quotas ne suffisent pas, c'est-à-dire que vous avez les moyens aussi de détourner les quotas. Et on peut aussi dénoncer ce que dans la politique ça a été fait depuis 1999. Mais pour en revenir sur le champ économique, je dirais, parce que tout à l'heure je faisais référence à la loi Copé-Zimmermann qui mettait 40% de quotas dans les conseils d'administration. Moi je suis persuadée que les quotas ne sont pas là pour faire que les femmes prennent leur place, ils sont là pour remédier à toutes les barrières que la société a fait sur le chemin des femmes. C'est-à-dire de considérer que, effectivement, les stéréotypes véhiculés par la société ont fait que les femmes, non, ne se sont pas autocensurées, parce que l'autocensure est un mot qui revient souvent, mais en fait, non, c'est la société qui nous a censurées, c'est pas nous qui nous autocensurons. Donc, quand on met des quotas, on répare finalement, on vient contrebalancer toutes les barrières qui ont été mises. Moi, j'aime beaucoup le travail et les réflexions d'Isabelle Collet. Isabelle Collet, elle a étudié le genre dans l'informatique depuis des années. Alors maintenant, ça devient plus à la mode. Mais ce qu'elle disait, et moi je trouvais intéressant, c'est-à-dire qu'elle se retrouvait en début de cours dans son école, et sur une centaine d'élèves, il y avait 90 garçons et 10 filles. Et comme premier problème à résoudre ensemble avec ses élèves, elle leur disait « Alors, comment ensemble on va déterminer les 40 garçons qui ne devraient pas être là ?» Comment ça? Non, parce que quand même, dans la société, on est 50% de filles, 50% de garçons. Donc normalement, dans cette salle, je devrais avoir 50 filles et 50 garçons. Or, vous êtes 90, donc il y a 40 garçons qui n'ont pas leur place ici, qui ne méritent pas leur place ici. Et moi, je trouve ça hyper fort comme elle est souvent exemple. agressive, mais elle se fait réfléchir. Oui, mais je trouve que c'est très bien et de se dire, finalement, peut-être qu'il y a des hommes qui ont fait leur place ici, mais qui ne la méritent peut-être pas autant et qui ont pu profiter du fait que la société ait pu mettre des barrières et empêcher des femmes à venir. Voilà, donc pour moi les quotas, c'est une manière de contrebalancer ça et une manière assez effective. Je pense que par contre les quotas, c'est pas forcément d'arriver à 50%, 50%. Je pense qu'il y a aussi un quota qui peut être progressif. Moi j'ai proposé l'année dernière dans un tout autre domaine, mais que sont les industries créatives et culturelles, qu'on puisse assortir les crédits d'impôt. Vous savez, c'est ce qu'on donne à des entreprises pour leur permettre de pouvoir innover. Et bien de dire, vous avez ce crédit d'impôt si vous arrivez à progresser sur le taux de femmes dans vos équipes. On n'est pas encore mûr, mais l'idée c'est de progresser. Je dis, moi je veux pas que dans vos équipes où maintenant il y a 14% de femmes, vous soyez à 50%. Je veux qu'on puisse déterminer, allez, à 25%, et que comme ça on puisse vous accompagner. Mais le quota, je pense que c'est indispensable. Donc on va demander l'avis de nos collègues scientifiques, non pas spécialement sur les quotas, mais sur leurs différentes disciplines. Alors Inbar, toi qui représentes ici le domaine de l'informatique, donc le pire des domaines, j'aimerais quand même, en matière de mixité, je veux dire, je voudrais quand même avoir ton point de vue sur, effectivement, en fait, comment tu vois l'évolution de cette discipline, et ton expérience est très précieuse. Alors, quand j'étais étudiante, il y avait beaucoup de femmes en informatique, parce que l'informatique en France était très mathématique. Et c'est un domaine dans lequel les femmes se sont toujours senties relativement à l'aise.
Donc je dirais nous étions relativement nombreuses. Et puis est arrivé les jeux vidéo, le gaming, les geeks. Et là, les femmes ont disparu du domaine de l'informatique. Et s'il y a un an à peu près, ont été créées Femmes at Numérique et un certain nombre d'actions dans ce sens, ça a été pour dire, mais dans cette société numérique, et numérique à tout niveau, il faut que ces femmes retrouvent la place qu'elles... Retrouvent le goût d'aller dans cette retrouvent direction. les places qu'elles avaient. Maintenant, dans le domaine du supérieur, et je dirais sur les places, sur le domaine du recrutement dans l'enseignement supérieur, moi j'ai eu la chance de piloter un certain nombre de comités de recrutement. Et ce que j'ai vu, c'est l'évolution entre le moment où la parité n'était pas exigée dans ces comités et où en général j'étais la seule femme dans ces comités. Alors quand j'y étais, il y avait forcément au moins une femme, ce qui n'était pas le cas de tous les comités à l'époque. Mais après, j'ai vu depuis quelques années, je ne peux pas dater exactement, mais la loi qui est passée qui nous a obligés à ce que les comités soient à peu près paritaires, c'est-à-dire au moins 40% de femmes dans les comités dans nos disciplines. Et ce que j'ai vu, c'est un changement de l'écoute. Et effectivement, ce que l'on m'a dit, c'est que quand une femme présidait ces comités, il y avait une écoute qui était complètement différente et il y avait surtout l'interdiction d'un certain nombre de maladresses, voire paroles inacceptables d'un certain nombre de collègues masculins à l'égard en particulier de candidates. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on peut demander à une jeune femme candidate à une carrière en recherche si elle prévoit de s'arrêter pour avoir des enfants ? Mais il me semble que son mari devrait aussi prévoir la même chose s'il veut avoir son enfant. Mais on ne lui demandera jamais la question à lui. Pourtant, à elle, on va la lui poser. Mais tu m'as parlé aussi de ton expérience personnelle d'un groupe qui était connu à l'international comme Women's Friendly. Alors effectivement, dans mon laboratoire et dans l'équipe, alors comme je l'ai dit à la fin de mon exposé, donc en télécom, on est pas mal de femmes. Et quand j'ai créé ce groupe il y a une vingtaine d'années, j'étais la première. Et puis au cours de recrutement, alors j'ai rien fait de particulier. Je pense que je n'ai vraiment rien fait de particulier. Mais grâce au quota et au fait d'avoir recruté une autre femme quelques années après pour son mérite et son expérience et son excellence scientifique, dans ma communauté, les gens ont su, et en particulier les jeunes femmes ont su qu'on était une équipe qui était women friendly. Et suite à ça, on a eu d'autres jeunes femmes qui sont arrivées, même contractuelles, et qui m'ont dit « Ah ben oui, mais quand on arrive chez vous, ça sent moins la testostérone, c'est super agréable de venir travailler ici. » Et du coup, comme elles l'ont su, elles l'ont dit à d'autres collègues. Et comme je vous l'ai dit, quelques années plus tard, on se retrouve aujourd'hui à avoir une équipe à plus que parité. On a une légère majorité. Et ça, je pense que c'est... Voilà, le fait que les femmes le sachent, qu'elles sont bienvenues dans une équipe, qui va pas... Voilà, c'est ouvert pour elles aussi. Et bien du coup, elles candidatent beaucoup plus. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on a des postes, on a au moins autant de candidates que de candidats, ce qui n'est pas le cas à d'autres endroits. Oui, ce que j'ai apprécié aussi dans notre conversation, je dirais, parce que le temps s'écoule, c'est que effectivement, en informatique, j'ai cru comprendre qu'on rentrait beaucoup plus tôt dans la discipline que, on va en parler juste après, qu'en astrophysique, par exemple, où maintenant l'âge, malheureusement, du poste permanent, c'est plutôt 35 ans. Donc en astrophysique, pour passer le micro à Nicole, en astrophysique, la situation n'a fait que se détériorer. C'est-à-dire que moi, j'ai été vers l'astrophysique avec 33% de femmes. J'étais très heureuse parce que je me disais, c'est chouette, quand même une communauté qui n'est pas celle de la physique nucléaire où il y a à peine 10% à mon époque. Et maintenant, on est descendu à 20-25%. Nicole, tu peux commenter. Effectivement, moi aussi, quand je suis arrivée à l'Observatoire, il y avait un certain nombre de femmes à l'Observatoire de Paris, et même de couples. Mais bon, ça, c'est
une autre histoire. Mais il y avait pas mal de femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si il y a Caroline qui a eu un poste récemment dans notre section, il est vrai que le pourcentage de femmes dans la section du CNRS qui s'occupe d'astrophysique, qui s'appelle Système solaire univers lointain, c'est à l'heure actuelle de l'ordre de 25%. Et moi, je ne vois pas vraiment d'évolution. Alors, c'est vrai qu'on recrute des femmes de temps en temps, et assez souvent quand même, mais c'est vrai qu'on reste à un nombre un peu limité. Et je trouve que quand on regarde les chiffres, ce que j'ai regardé les pourcentages de la section du CNRS, ce qui est assez frappant dans notre discipline, c'est qu'en fait, le pourcentage de femmes directrice de recherche, c'est-à-dire dans les grades A du CNRS, c'est-à-dire les hauts postes, entre guillemets, eh bien, il est supérieur, presque supérieur à celui des femmes dans les chargés de recherche. Et on est une des rares sections qui est comme ça. Donc, ça veut dire que, oui, il y a des femmes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Je pense que, statistiquement, il y a probablement moins de femmes maintenant qu'il n'y en avait à mon époque. Et ça, c'est un problème, effectivement. Alors, j'ai moi-même été dans les comités de recrutement à une époque. Alors, c'est vrai que quand on a des postes, c'est des statistiques sur des petits nombres, en fait, parce qu'on a 4-5 postes par an dans notre comité. Donc, c'est vrai que même si on est conscient de ça, même si on sait qu'il faut faire attention, c'est vrai qu'on se retrouve quelquefois dans des situations où même la présidente de notre section nous avait dit « Mais attendez, là, il faut peut-être qu'on arrête un petit peu notre processus, il faut quand même qu'on regarde un petit peu les affaires de parité. » Parce que, je ne sais pas si ce sont des biais ou si ce sont les questions, mais c'est vrai qu'à un moment, on se rend compte que finalement, on va perdre des candidates femmes au fur et à mesure du processus de sélection. Oui, ça paraît assez naturel malgré tout, que si on est embauché à 35 ans, effectivement, la femme a peut-être eu envie de regarder ailleurs. C'est là où les quotas pourraient être très précieux, parce que quand on regarde le nombre de jeunes filles qui font des thèses dans ces domaines, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la parité, ou même on y est franchement. Et donc, si déjà les quotas respectaient ceux qui se sont engagés pendant 3 ans à faire ce métier, ça serait, je pense, bien différent, parce que les femmes disparaissent beaucoup plus vite après leur thèse que les garçons qui eux-mêmes disparaissent également d'ailleurs, parce que 35 ans, c'est difficile. Parce que c'est vrai que dans notre discipline, les recrutements, c'est en moyenne thèse plus 3, 4, 5 en moyenne. Et là, je suis peut-être dans la moyenne basse même. Donc, ça veut dire finalement des âges bien au-delà de 30 ans. Donc, c'est vrai que pour les jeunes femmes qui veulent fonder une famille, eh bien, elles commencent à se poser des questions à un certain moment. Alors, il faut qu'on avance dans la discussion, parce que quand même, peut-être, il y aura quelques petites questions de la salle. Donc, je vais me tourner vers Caroline sur un sujet un peu différent, qui est la relation avec les médias. Parce que, bon, là, on parle du métier, je dirais, mais il y a les jeunes, effectivement. Comment capter les jeunes? Et pour moi, pour capter les jeunes, dans une époque où quand même tout est image, les médias, c'est très important. Alors, je pense qu'il y a des efforts en France. Je voudrais avoir ton avis sur, effectivement, les relations avec les médias. Ça peut être à travers, effectivement, des photographies, mais ça peut être aussi dans l'interaction avec les médias et les experts, etc. Oui, c'est comme le précisait Céline au début de cette table ronde, c'est si on voit des femmes faire des sciences à la télé, dans des émissions, dans des séries télé, etc., c'est vrai que les jeunes filles vont beaucoup plus s'identifier que si on voit un vieux scientifique barbu avec sa blouse qui est toujours la représentation du scientifique en laboratoire. Et c'est marrant parce que je suis tombée vraiment par hasard la semaine dernière sur un article qui parlait de l'effet Scully.
L'effet Scully, c'est le fait que dans X-Files, la série américaine de Mulder et Scully qui recherchait les extraterrestres, Scully a été la première femme médiatisée sur une série télé qui représentait la rationalité, qui représentait l'intelligence, et elle a été la première personnification femme qui a généré toute une génération de scientifiques féminines qui se sont identifiées à Scully. Et donc c'est exactement ça, c'est la représentation du scientifique, la représentation qu'on va pouvoir voir à la télévision, qu'on va entendre à la radio quand on parle de science. Plus on verra une parité, plus les jeunes filles s'identifieront en disant il n'y a pas de genre dans les sciences. Et après, c'est vrai que Ton expérience personnelle? Mon expérience personnelle, c'est moi personnellement, en étant jeune, j'ai beaucoup moins subi, je pense, que les générations, la génération au-dessus, la discrimination. Et au contraire, je surfe sur la vague de la discrimination positive envers les femmes, où notamment l'appel d'offres auquel je réponds pour dimanche, il y a bien une spécification que les femmes sont encouragées à répondre particulièrement à cet appel d'offres. Alors, encore une fois, c'est pas pour ça qu'on va être sélectionné. C'est à niveau égal, ils vont prendre plutôt la proposition qui a été faite par une femme. C'est toujours le niveau, de toute façon, qui va permettre les sélections. Mais à niveau égal, il va y avoir une discrimination positive envers les femmes, et autant surfer sur cette vague. Et vis-à-vis des médias, mon expérience personnelle, c'est justement les médias font des gros efforts en ce moment, autant radio, télé, pour... Ça commence à venir. Ça commence, et ils font vraiment des gros efforts pour avoir sur leur plateau, dans leurs émissions, des femmes scientifiques pour parler des sujets scientifiques. Et moi, étant femme jeune en région parisienne, je suis de plus en plus sollicitée, et pour justement répondre à ces différents intervenants, ces différentes radios et télé qui demandent des intervenants pour parler de science. Et donc, en plus, on peut vraiment observer un effet boule de neige où à partir du moment où on a eu un contact avec des gens qui travaillent dans la radio, ils vont passer le contact à leurs collègues de la télé, etc. Et on est de plus en plus sollicités. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui est à double tranchant, parce que souvent les personnes qui vont être demandées pour interview seront des vieux scientifiques en blouse blanche qui parlent très bien et qui passent très bien à la télé, et donc ces personnes vont être sur les petites fiches de toutes les radios et les télés, et dès qu'il y aura besoin d'un intervenant, ils vont faire appel à ces personnes. Je peux en citer quelques-uns que vous connaissez même peut-être, que vous voyez régulièrement. Et donc, pour faire changer ça et faire en sorte que ce soit plus des jeunes et des femmes qui soient interviewées, ça a été un peu difficile au début, mais je pense qu'on est vraiment en train de venir. Alors, il devait y avoir une personne de plus autour de cette table, et un homme, parce que j'y tenais particulièrement. Malheureusement, il est tombé malade hier, il venait de Clermont-Ferrand, donc ça n'a pas été possible. Donc je suis son porte-voix et il nous écoute, donc voilà, Pascal, c'est ton moment. Pascal Huguet est directeur de recherche au CNRS, mais lui, il travaille dans un laboratoire de psychologie sociale. Et donc, ce que l'on voulait juste signaler, c'est le dernier papier qu'ils ont écrit. Alors, ce papier a été écrit effectivement entre le Canada, et c'est dans notre petit livre, vous avez la référence, entre l'Université de British Columbia au Canada, le laboratoire de Marseille, la collaboration de la Mission pour la place des femmes du CNRS, et puis bien sûr son laboratoire. Et en gros, ils ont fait une double étude, et qui a montré quelque chose concernant justement les jurys, les membres du jury. Alors d'abord, ils ont fait une étude où ils ont essayé de mesurer en fait le biais qui s'exprime par le fait que la plupart des membres, hommes ou femmes, des jurys de concours de sciences, ils leur ont demandé d'associer les mots fille ou femme au concept de science, ou garçon et homme au concept de science. Et en fait, il calculait effectivement
le temps en fait de relation entre ces différents termes. Et effectivement, ils ont pu montrer qu'il y avait un biais observé non seulement chez les deux sexes, mais dans tous les jurys de concours, quelle que soit leur expertise scientifique, de la physique des particules aux sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que moins naturellement, on associe femmes et sciences, même dans les jurys spécialisés. La deuxième chose qu'ils ont remarqué, donc l'étude montre que ce biais a une influence délétère sur les décisions de la promotion des femmes. Plus les jurys montrent un biais élevé, et moins ils promeuvent les femmes. C'est une relation, cependant, qui n'est pas vraie, qui n'est vraie. Alors, cette relation, cependant, n'est vraie que dans les jurys qui ont tendance à rejeter l'idée que les femmes puissent faire l'objet d'une discrimination de genre. C'est-à-dire qu'il y a des jurys qui disent « moi non, ça n'existe pas », etc., etc. Et ceux-là vont être pires, effectivement, pour sélectionner. Donc, ils concluaient leur article en disant qu'ils encourageaient effectivement la mise en place de formations dans ce domaine à l'usage des jurys de concours. Parce que ça, c'était pour décider effectivement des directeurs de recherche. Et donc, voilà, moi j'appelle fortement effectivement à ce qu'il y ait une formation. J'ai participé à la formation de l'université Paris-Saclay qui enfin existe après tant d'années de difficultés. Et effectivement, j'étais terrifié de voir qu'à l'université, on considère qu'une fois qu'on a porté le mot « excellent », eh bien, il n'y a plus du tout de problème de genre. Et force est de constater que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, malheureusement, on va devoir s'arrêter. Donc, on va conclure cette soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir tous été là. Je remercie particulièrement la Cité des Sciences de nous avoir accueillis ce soir. Et puis, je vous souhaite un bon retour. Voilà. Au revoir.